History Secrets. La méritocratie semble juste. Mais peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est la partie la plus difficile à accepter. Parce que, toute notre vie, on nous apprend à croire le contraire. Que le talent, l'effort et le dévouement déterminent le succès. Que les meilleurs arrivent au sommet. Et que le système récompense ceux qui le méritent. Mais si cette logique était incomplète, ou pire, déformée. Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps. Bien avant les universités modernes. Bien avant les classements. Bien avant l'idée du meilleur élève. Au XVIIe siècle, en Angleterre, il y avait un conflit. Ce n'était pas seulement politique. C'était spirituel. D'un côté, le roi. De l'autre, des groupes qui croyaient en quelque chose de radical. Que l'individu pouvait accéder directement à Dieu. Sans intermédiaire sahel. Sans église. Sans autorité centrale. Ces groupes sont devenus connus sous le nom de dissidences. Et pour résoudre le conflit, une solution simple est apparue. Les envoyer ailleurs. Dans un endroit lointain. Un nouveau territoire. L'Amérique. Et c'est là que tout a commencé. Ces groupes portaient une croyance fondamentale. Pour comprendre Dieu, il fallait lire, interpréter, étudier. L'éducation n'était pas seulement importante. Elle était sacrée. Un devoir spirituel. Et c'est de ce besoin qu'est né Harvard. Pas comme une université moderne, mais comme un centre religieux. Un lieu pour former des ministres. Des personnes capables d'interpréter la Bible et de transmettre son message. Avec le temps, d'autres institutions sont apparues. Yale, Princeton. Et ensemble, elles ont formé ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ivy League. Mais quelque chose a changé au fil des siècles. À mesure que les États-Unis grandissaient, ils sont devenus moins religieux. Et ces institutions ont changé elles aussi. Elles ont cessé d'être des centres de formation spirituelle. Et sont devenues des clubs sociaux. Des espaces où l'élite se retrouvait. Où les enfants de familles riches créaient des connexions. Construisaient des alliances. Et consolidaient le pouvoir. L'apprentissage n'était pas la priorité. L'appartenance l'était. Pendant ce temps, un autre système se développait en parallèle. Les universités publiques, créées pour former des professionnels, ingénieurs, agriculteurs, militaires, des personnes qui feraient avancer l'économie. Ce modèle était fonctionnel. Et pendant longtemps, il a bien fonctionné. Chaque type d'institution avait son rôle. Mais alors quelque chose a commencé à changer. La science a pris de l'importance. La technologie a avancé. Et de nouvelles universités sont apparues avec un autre objectif. La recherche. La connaissance approfondie. La production scientifique. Les institutions comme l'Université de Chicago et Johns Hopkins ont commencé à attirer les esprits les plus brillants. Et cela a créé un problème. Les universités traditionnelles comme Harvard ont commencé à perdre en pertinence. Parce que la richesse ne garantissait pas l'intelligence. Et l'intelligence a commencé à se concentrer ailleurs. Si rien n'était fait, le centre du pouvoir changerait. Et Harvard ne pouvait pas permettre cela. C'est alors qu'une stratégie est apparue. Attirer les meilleurs étudiants du pays. Pas seulement les plus riches, mais les plus brillants. Et pour cela, ils ont créé un système. Un test. Une manière d'identifier les talents à grande échelle. Le SAT. L'idée semblait simple. Sélectionner les meilleurs sur la base des performances. Mais cela a créé un nouveau problème. Les enfants des familles traditionnelles ont commencé à perdre leur place. Parce qu'ils entraient désormais en compétition avec des étudiants très capables. Venus d'horizons différents. Et Harvard devait résoudre ce conflit. Alors une nouvelle solution est apparue. Plus complexe. Plus subjective. Plus difficile à contester. Un système qui ne reposait pas seulement sur les notes. Mais sur quelque chose appelé le caractère. Le concept de caractère semble noble, mais en pratique, il a complètement changé la donne. Parce qu'à partir de ce moment, l'intelligence n'a plus suffi. Avoir de bonnes notes ne garantissait plus l'admission. La performance académique n'était plus décisive. Quelque chose de plus a commencé à être évalué. Quelque chose de moins clair, moins objectif. Et justement pour cela, plus puissant.
Le système a cessé d'être basé uniquement sur des chiffres. Et il est devenu interprétatif. Maintenant, au-delà des notes, d'autres éléments comptaient. Activités extrascolaires, lettres de recommandation, parcours personnel. Et surtout, la manière dont vous vous présentiez. Ce que vous sembliez être. Cela a créé un nouveau type d'évaluation. Une évaluation subjective. Où il n'existe pas de réponse correcte, et où les critères ne sont pas totalement révélés. Vous ne savez pas exactement ce qui est analysé, ni pourquoi, et ce n'est pas une erreur du système. C'est une caractéristique. Deux idées ont commencé à soutenir ce modèle. La première est le secret. L'université n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle vous a accepté, ni pourquoi elle vous a refusé. Elle décide simplement. Point. La seconde est la discrétion. Autrement dit, une liberté totale de choix. Même si vous êtes le meilleur étudiant du monde, cela ne garantit rien. Si l'institution ne vous veut pas, elle ne vous veut pas. Et elle n'a pas à se justifier. Ce type de système change complètement la logique de la méritocratie. Parce que le mérite cesse d'être mesurable. Et devient interprété. Il ne s'agit pas seulement de performance, mais d'adéquation, d'intérêt institutionnel, de stratégie. Et ici surgit une question centrale. Que signifie pour ces institutions le meilleur étudiant? La réponse n'est pas évidente. Et souvent, elle n'a pas de lien direct avec l'intelligence. Imaginez 4 candidats. Un génie des mathématiques. Un athlète d'élite. Le meilleur élève en termes de notes. Et quelqu'un issu d'une famille avec des générations au sein de la même université. Qui serait choisi? La réponse révèle bien plus sur le système que sur les élèves. Parce que, dans ce contexte, l'objectif n'est pas d'éduquer le plus intelligent, ni le plus dévoué. L'objectif est différent. Sélectionner celui qui a le plus de probabilité de réussir dans le monde. Et réussir ici ne signifie pas connaissance. Cela signifie impact, visibilité, pouvoir. Cela explique des choix qui semblent irrationnels. Pourquoi quelqu'un de moins préparé académiquement est-il accepté? Pourquoi quelqu'un avec des performances parfaites est-il rejeté? Parce que le critère n'est pas linéaire. Il est stratégique. Ces institutions fonctionnent comme des investisseurs. Elles ne veulent pas de sécurité. Elles veulent un rendement maximal. Même si cela implique du risque. Même si cela signifie accepter des personnes imprévisibles. C'est comme choisir entre deux investissements. Un sûr avec un rendement stable, et un autre incertain, mais avec un potentiel de croissance exponentielle. Le choix, dans ce système, est clair. Toujours le risque. Parce que l'objectif n'est pas de garantir la stabilité. C'est de créer des exceptions. Des personnes qui deviennent des références. Qui transforment des secteurs. Qui apparaissent. Qui font circuler le nom de l'institution dans le monde. Et cela explique quelque chose de fondamental. Ces universités ne forment pas seulement des étudiants. Elles construisent une réputation. Et pour cela, elles n'ont pas besoin que tout le monde réussisse. Elles ont besoin de quelques-uns. Très peu. Mais extrêmement visibles. Parce que ce sont ces quelques-uns qui définissent l'image. Et soutiennent le prestige. Tout le reste disparaît. N'est pas retenu. N'est pas cité. N'entre pas dans le récit. Cela crée un système curieux. Où l'échec n'est pas un problème. Tant qu'il existe quelques succès extraordinaires. Et cela nous mène à une conclusion importante. Le système n'est pas conçu pour être juste. Il est conçu pour être efficace. Dans un objectif spécifique. Mais cet objectif n'est pas nécessairement le développement humain, ni l'équilibre, ni le bien-être. C'est autre chose. Quelque chose de plus proche de la stratégie, du positionnement, du pouvoir. Et c'est à ce moment que la méritocratie commence à révéler sa contradiction. Parce que, en même temps qu'elle promet l'égalité des chances, elle fonctionne avec des critères qui ne sont pas transparentiels, ni universels, ni neutres. Et alors une nouvelle question surgit. Si le système sélectionne sur la base du potentiel, comment ce potentiel est-il reconnu? Que cherchent exactement ces institutions? Et pourquoi certains profils sont-ils autant valorisés? La réponse se trouve moins dans les résultats,
et plus dans la psychologie. Lorsque ce modèle s'étend, il cesse d'être un système éducatif. Il devient une logique du monde. Ce qui était auparavant un critère de sélection devient un mode de vie. Les mêmes caractéristiques valorisées dans les universités commencent à être exigées partout. Au travail, dans les affaires, en politique, même dans les relations personnelles. L'idée de méritocratie se renforce, mais pas comme un principe simple, plutôt comme une structure complexe, qui récompense non seulement le talent, mais l'intensité psychologique. Et cela crée une distorsion. Parce que le système ne récompense pas seulement ceux qui sont capables. Il récompense ceux qui supportent le plus de pression. Ceux qui tolèrent le plus d'insécurité. Ceux qui continuent même quand ils devraient s'arrêter. Ces personnes montent, prennent des positions de leadership, prennent des décisions, définissent des directions, et, sans s'en rendre compte, reproduisent le même modèle qui les a formés. Le monde commence à refléter cette logique. Des environnements de plus en plus compétitifs, des attentes de plus en plus élevées, et une sensation constante d'insuffisance. Rien ne semble suffisant. Jamais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur, plus rapide, plus productif, plus performant. Cela génère une tension permanente, une sorte d'anxiété structurelle, qui ne dépend pas d'une situation spécifique, mais du système dans son ensemble. Et alors quelque chose de plus profond se produit. La valeur humaine commence à être conditionnée, non pas parce que la personne était, mais parce qu'elle produit, parce ce qu'elle accomplit, parce ce qu'elle démontre. Cela affecte la manière dont les gens se voient, et aussi la manière dont ils voient les autres. Les relations commencent à être influencées par la performance. Les comparaisons deviennent inévitables. Et le repos commence à sembler être une erreur. Parce que, dans cette logique, s'arrêter signifie perdre du terrain. Et perdre du terrain signifie perdre de la valeur. C'est le point où le système cesse d'être seulement sélectif et devient formatif. Il ne choisit pas seulement des personnes. Il façonne des comportements, définit des priorités et établit ce qui est considéré comme du succès. Mais il y a un coût qui apparaît rarement dans les métriques. Il n'est pas dans les classements, ni dans les salaires, ni dans les statistiques. Il se trouve dans l'expérience intérieure, dans le sentiment de ne jamais être suffisant, dans la difficulté à ressentir de la satisfaction, dans le besoin constant de prouver quelque chose, même quand il n'y a plus rien à prouver. Et cela soulève une question fondamentale. Si le système génère des résultats extraordinaires, mais produit aussi une souffrance silencieuse, fonctionne-t-il vraiment? Ou donne-t-il seulement l'impression de fonctionner? Peut-être que le problème ne réside pas dans l'idée du mérite, mais dans la manière dont il a été structuré, dans la manière dont il a été amplifié, et dans le type de comportement qu'il a commencé à valoriser. Parce qu'avec le temps, la méritocratie a cessé d'être seulement un principe, et est devenu un mécanisme qui sélectionne, qui façonne, et qui se reproduit. Et, en faisant cela, elle crée un cycle difficile à interrompre. Les parents éduquent leurs enfants dans cette logique. Les écoles renforcent. Les universités intensifient. Et le monde absorbe. Alors la question finale n'est pas simple. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'accepter le système, mais de le comprendre, de voir comment il fonctionne, et de reconnaître ses conséquences. Parce qu'au final, nous ne formons pas seulement des personnes qui réussissent. Nous définissons le type d'humanité que nous voulons construire. Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets.
Il existe une question qui revient sans cesse dans les débats sur les inégalités sociales. Pourquoi est-il si difficile de sortir de la pauvreté? De nombreuses explications se concentrent généralement sur des facteurs individuels. Travail acharné, talent, discipline. Mais certains chercheurs proposent une approche différente pour comprendre ce problème. La théorie des jeux. La théorie des jeux analyse comment les individus prennent des décisions lorsqu'ils sont insérés dans des systèmes d'incitation. Elle montre que de nombreux choix humains ne dépendent pas uniquement de la volonté individuelle, mais aussi de l'environnement social dans lequel la personne est insérée. Dans cette perspective, la société peut être vue comme un ensemble de jeux différents, et chaque groupe social finit par apprendre des stratégies distinctes pour survivre dans ces jeux. Dans de nombreux contextes, les personnes à faible revenu vivent dans des environnements où la principale stratégie de survie est d'obéir à l'autorité. Chef, police, institution. Remettre en question ces structures peut entraîner des conséquences immédiates et dangereuses. Pour cette raison, les comportements valorisés dans ce contexte sont souvent différents de ceux valorisés dans des environnements plus privilégiés. Suivre les règles, éviter les conflits, s'adapter rapidement aux ordres reçus. Ces compétences peuvent être essentielles pour maintenir la stabilité dans des situations de vulnérabilité. En revanche, dans des contextes de plus grande sécurité économique, le jeu change à un. Les personnes disposant de plus de ressources évoluent souvent dans des environnements où la négociation et le débat sont valorisés. Au lieu d'obéir simplement, on attend de l'individu qu'il argumente, qu'il questionne, qu'il négocie les décisions. Ces différences finissent même par influencer la manière dont les familles éduquent leurs enfants. Dans des environnements plus vulnérables, de nombreux parents privilégient l'apprentissage de l'obéissance. Respecter l'autorité, éviter les problèmes, maintenir la stabilité. Dans des familles bénéficiant d'une plus grande sécurité économique, l'éducation peut mettre l'accent sur d'autres compétences. Débattre, confiance en soi, capacité d'argumentation, négociation. Aucune de ces stratégies n'est nécessairement bonne ou mauvaise. Chacune représente une adaptation rationnelle à l'environnement social dans lequel la famille évolue. Le problème apparaît lorsque ces stratégies produisent, au fil du temps, des trajectoires sociales très différentes. Les enfants élevés pour obéir peuvent avoir plus de difficultés dans des environnements qui exigent de négocier, tandis que les enfants entraînés à argumenter peuvent se sentir plus à l'aise dans des institutions compétitives. Ce type de dynamique aide à comprendre pourquoi les structures sociales peuvent devenir très rigides. Même lorsque les individus souhaitent changer de position sociale, les incitations autour d'eux peuvent rendre ce changement difficile. De plus, sortir d'un environnement social implique souvent des risques significatifs. Quitter une communauté, migrer vers un autre pays, entrer dans des environnements inconnus. Ces décisions peuvent offrir des opportunités, mais elles peuvent aussi générer des pertes et des incertitudes. Historiquement, certaines des principales formes de mobilité sociale ont justement impliqué ce type de risque. Migration, mariage entre classes sociales différentes, ou, dans des contextes historiques plus extrêmes, participation à des guerres ou à des révolutions. Ces chemins pouvaient ouvrir des opportunités d'ascension, mais comportaient aussi des dangers importants. Tout le monde n'était pas prêt à assumer ces risques. C'est pourquoi de nombreux chercheurs soutiennent que la mobilité sociale ne dépend pas uniquement de l'effort individuel, mais aussi de structures institutionnelles qui élargissent les opportunités. Éducation accessible, marché du travail dynamique, politique publique inclusive. Lorsque ces structures fonctionnent bien, les individus disposent de davantage de voies pour améliorer leurs conditions sociales. Lorsqu'elles ne fonctionnent pas, les barrières deviennent plus rigides. Malgré cela, l'histoire montre que les trajectoires individuelles peuvent varier considérablement. Certaines personnes parviennent à franchir ces barrières. D'autres restent enfermées dans les limites de l'environnement dans lequel elles sont nées. Peut-être que la principale leçon de la théorie des jeux appliquée à la société est la suivante. Les décisions individuelles se produisent rarement dans le vide. Elles sont façonnées par les incitations et les risques présents dans l'environnement social.
Et comprendre ces incitations peut être essentiel pour expliquer pourquoi certains schémas d'inégalité persistants au fil des générations. Lorsque nous analysons la mobilité sociale à travers le prisme de la théorie des jeux, une conclusion importante apparaît. Les individus ne choisissent pas toujours le chemin qui offre le plus grand gain potentiel. Très souvent, ils choisissent le chemin qui comporte le moins de risques. Pour de nombreuses familles vivant dans des conditions économiques difficiles, la stabilité est une valeur essentielle. Éviter les conflits, maintenir des relations sociales stables, préserver le soutien de la communauté. Ces choix peuvent augmenter les chances de survie à court terme. Mais en même temps, ils peuvent limiter les opportunités de transformation sociale à long terme. Car de nombreux chemins d'ascension exigent précisément l'inverse. Ils exigent du risque. Un exemple historique classique est la migration. Au fil de l'histoire, des millions de personnes ont quitté leur communauté d'origine à la recherche de nouvelles opportunités. Elles ont changé de pays, changé de culture, changé complètement d'environnement social. Cette décision peut ouvrir des portes, mais elle implique aussi des incertitudes profondes. Éloignement de la famille, choc culturel, possibilité d'échec. C'est pourquoi tout le monde n'est pas prêt à prendre ce type de décision. Un autre chemin historique de mobilité sociale a été le mariage entre différentes positions sociales. Dans de nombreuses sociétés, les alliances familiales étaient utilisées pour améliorer la position économique ou le statut. Ce type de stratégie apparaît dans de nombreux systèmes sociaux au fil de l'histoire. Il a également existé d'autres mécanismes plus dramatiques. Dans de nombreuses périodes historiques, les guerres ont provoqué des changements rapides dans la structure sociale. Des individus démontrant des compétences militaires pouvaient obtenir des positions plus élevées. Terres, titres, influence. Mais encore une fois, ce chemin impliquait un risque extrême. Le risque de perdre la vie. Ces exemples révèlent un schéma important. Une grande partie des voies de mobilité sociale exigent des décisions qui vont à l'encontre du comportement le plus sûr. Elles exigent de sortir de la zone de stabilité. C'est pourquoi certains chercheurs soutiennent que la mobilité sociale dépend également de caractéristiques psychologiques spécifiques. Une forte tolérance au risque. Une ambition intense. Une disposition à affronter l'incertitude. Ces caractéristiques ne sont pas réparties de manière égale dans la population. De nombreuses personnes préfèrent la stabilité, la sécurité, la continuité avec la communauté dans laquelle elles ont grandi. Cette préférence n'est pas irrationnelle. Au contraire, dans de nombreux contextes, elle représente la stratégie la plus prudente. C'est précisément pour cette raison que les systèmes sociaux peuvent devenir très stables au fil du temps. Même lorsque des opportunités existent, peu d'individus choisissent des chemins à haut risque. De plus, des facteurs comme la chance jouent également un rôle important. Opportunités inattendues. Bourse d'études. Rencontres décisives. Moments historiques particuliers. Ces éléments peuvent transformer profondément des trajectoires individuelles, mais ils sont rarement totalement prévisibles. En observant ces dynamiques, certains penseurs suggèrent que le véritable défi des sociétés modernes est d'augmenter le nombre de voies sûres vers la mobilité sociale. Éducation accessible. Marché du travail ouvert. Institutions inclusives. Lorsque ces structures fonctionnent correctement, les individus n'ont pas besoin de dépendre uniquement du risque extrême ou de la chance. Ils peuvent construire des trajectoires de croissance plus prévisibles. C'est peut-être l'un des plus grands défis politiques et économiques du monde contemporain. Créer des systèmes où le talent et l'effort ont davantage d'espace pour s'exprimer. Parce qu'au final, la mobilité sociale ne dépend pas seulement d'individus exceptionnels. Elle dépend de structures qui permettent à davantage de personnes d'avoir de réelles opportunités de transformation. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret.
Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Il y a quelque chose de profondément dérangeant qui se produit dans le monde, et peut-être que vous le ressentez déjà, même sans parvenir à l'expliquer. Les chiffres ne mentent pas, mais la façon dont ils sont présentés cache presque toujours ce qui compte réellement. Pendant près de 200 ans, une nation a grandi avec une stabilité relative. La dette existait, mais elle était contrôlable. Elle faisait partie du jeu. Puis, quelque chose a changé. De manière presque imperceptible au début, puis de façon explosive, la dette a commencé à croître sans arrêt. Aujourd'hui, elle n'a pas seulement augmenté, elle est totalement hors de contrôle. On parle de dizaines de milliers de milliards de dollars accumulés par un seul gouvernement. Et ce n'est que la surface. Car derrière cette dette publique, il existe une autre couche encore plus inquiétante. Les gens ordinaires sont également endettés. Cartes de crédit, prêts, hypothèques. En additionnant tout, le montant est tout aussi colossal. Et une question inévitable surgit, presque comme un murmure inconfortable. Qui, en réalité, va payer cette facture? La réponse peut être plus perturbante qu'il n'y paraît. Car, dans de nombreux cas, cette dette ne sera tout simplement jamais remboursée. Elle sera repoussée, diluée, redistribuée, jusqu'à disparaître sous forme d'inflation, de perte de pouvoir d'achat et de détérioration silencieuse de la qualité de vie. Et ce n'est qu'un des signes. En parallèle, quelque chose de plus subtil, et peut-être plus dangereux, commence à se produire. La classe moyenne, historiquement pilier de stabilité de toute société, commence à disparaître. Non pas de manière brutale, mais comme une érosion constante. De petites pertes, accumulées au fil du temps, jusqu'à ce que toute la structure devienne fragile. En même temps, un autre phénomène émerge. Les gens cessent tout simplement d'avoir des enfants. Non pas par manque de capacité biologique, mais par manque de perspective. L'avenir cesse de sembler être un endroit sûr pour y investir une nouvelle vie. Et lorsqu'une société cesse de se reproduire, elle ne fait pas que vieillir, elle entre dans un processus silencieux de contraction. Ce schéma n'est pas isolé. Il se répète dans plusieurs pays du monde, dit occidental. Les prix de l'immobilier montent à des niveaux inaccessibles. L'inflation ronge lentement le quotidien. La croissance économique semble exister uniquement dans les graphiques, tandis que la réalité concrète devient plus difficile. Les inégalités augmentent, non seulement comme un concept abstrait, mais comme une expérience vécue. Certains accumulent des actifs, d'autres accumulent des dettes. Et au milieu de tout cela, le système continue de fonctionner, du moins en apparence. Mais lorsqu'un système continue d'opérer alors que ses fondements sont détériorés, cela soulève une question inévitable. Sommes-nous face à une défaillance ou à un projet? Cette question ouvre la voie à de multiples interprétations. L'une des explications les plus connues est le néolibéralisme. L'idée que tout doit être guidé par la croissance économique. Si l'économie croît, tout se résout. Si les chiffres sont positifs, le système est sain. Mais cette logique suppose quelque chose de fondamental, que la croissance économique se traduit automatiquement par un bien-être collectif. Et ce n'est pas toujours le cas. Une autre interprétation pointe vers l'essor des grandes entreprises technologiques. Une concentration de pouvoir sans précédent. Des entreprises qui ne dominent pas seulement les marchés, mais influencent les comportements, les décisions, et même les perceptions de la réalité. Dans cette lecture, une hypothèse plus troublante apparaît. Et si l'objectif n'était pas seulement la croissance, mais le contrôle? Car lorsque vous ne possédez pas de logement, que vous ne possédez pas d'actifs et que vous dépendez entièrement de systèmes externes pour survivre, votre marge d'autonomie diminue drastiquement. Il existe aussi l'idée d'une réorganisation globale. Un système plus centralisé, où les frontières perdent de leur importance et où les décisions sont prises à des niveaux supranationaux. Et, en parallèle, des théories encore plus controversées apparaissent, comme le remplacement de population.
L'hypothèse selon laquelle certaines populations seraient progressivement remplacées par d'autres considérées comme plus faciles à gérer. Ces idées circulent, gagnent en force dans certains groupes, sont rejetées dans d'autres, et il est important de maintenir une distinction claire. Ce sont des interprétations, pas nécessairement des faits. Mais il existe peut-être une manière plus directe, et moins idéologique, d'analyser tout cela. Chaque fois que vous observez un changement structurel à grande échelle, il existe une question qui peut simplifier l'analyse de manière brutale. Qui en bénéficie? Cette question coupe les couches de discours et droit au point. Car les systèmes au final tendent à favoriser certains groupes. Si les prix de l'immobilier augmentent constamment, quelqu'un en tire profit. Si les marchés financiers croissent tandis que les revenus réels stagnent, il y a un groupe qui en bénéficie. Et lorsque vous commencez à relier ces points, un schéma commence à émerger. Il n'est pas immédiat, il n'est pas évident. Mais, peu à peu, il devient difficile à ignorer. Il existe un groupe spécifique qui semble être dans une position extrêmement favorable dans ces transformations. Un groupe qui bénéficie de la valorisation des actifs, qui ne dépend pas directement de la croissance du travail productif, qui n'est pas affecté de la même manière par l'inflation au quotidien, et qui, en même temps, possède une influence politique et économique significative. À partir de ce point, l'analyse cesse d'être uniquement économique et devient structurelle. Car peut-être que ce que nous observons n'est pas seulement une crise. Peut-être s'agit-il d'une réorganisation silencieuse. Il existe un détail qui change complètement la façon dont vous interprétez tout cela. Et il n'est presque jamais abordé de manière directe. Nous ne sommes pas seulement face à une question économique. Nous ne sommes pas seulement face à une question politique. Nous sommes face à un changement structurel dans la composition même de la société. Jamais dans toute l'histoire humaine, il n'y a eu une quantité aussi importante de personnes âgées. Et, plus important encore, autant de personnes âgées disposant d'une richesse accumulée. Ce n'est pas un phénomène anodin. Cela modifie complètement l'équilibre des forces au sein d'un système. Car, contrairement à d'autres époques, ces personnes n'ont pas seulement vécu plus longtemps. Elles ont accumulé des actifs au fil des décennies. Biens immobiliers, actions, fonds, propriétés. Et ces actifs continuent de prendre de la valeur. Dans le même temps, les générations plus jeunes entrent dans le système dans une position totalement différente. Plus endettées, avec moins d'accès au patrimoine et confrontées à des coûts de vie beaucoup plus élevés. Cela crée une asymétrie. Et cette asymétrie, lorsqu'elle est combinée aux facteurs démographiques, commence à produire des conséquences qui vont bien au-delà de l'économie. Car, dans toute société démocratique, ceux qui ont le plus de présence ont le plus d'influence. Et lorsque vous avez une population croissante de personnes âgées, avec une forte participation politique, un niveau élevé de patrimoine et un fort intérêt à maintenir la stabilité, vous commencez à façonner les décisions collectives en fonction de ces intéressants. À partir de ce point, de nombreuses tendances qui semblaient déconnectées commencent à faire sens. Les prix élevés de l'immobilier cessent d'être un problème et deviennent un avantage pour ceux qui possèdent déjà des biens. Les marchés financiers gonflés cessent d'être une bulle inquiétante et deviennent une source continue de valorisation pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. L'inflation, dans de nombreux cas, n'affecte pas de la même manière ceux qui ont déjà accumulé suffisamment de richesses pour absorber ces variations. Mais il existe un élément encore plus délicat. Le système de retraite. Pendant des décennies, ces systèmes ont été construits sur deux hypothèses fondamentales. La première, les personnes prendraient leur retraite et vivraient peu de temps après. La seconde, les investissements croîtraient de manière relativement prévisible au fil du temps. Aucune de ces hypothèses ne tient encore. Les gens ne meurent plus au rythme attendu. Ils vivent plus longtemps, bien plus longtemps. Et les marchés financiers ne sont pas stables. Ils fluctuent. Ils montent, descendent, génèrent des gains et des pertes. Cela crée une pression énorme sur les fonds de pension. Car, en termes simples, il y a plus de personnes qui retirent de l'argent que de personnes qui en mettent dans le système. C'est le type de problème qui n'apparaît pas immédiatement. Il croît lentement, presque invisiblement, jusqu'à atteindre un point critique. Et lorsque ce point est atteint, il n'existe pas d'ajustement en douceur. Il y a rupture. En parallèle, un autre déséquilibre apparaît. La proportion entre travailleurs et retraités commence à s'inverser. Pendant longtemps, le système a fonctionné selon une logique simple. De nombreux travailleurs soutenant un nombre plus réduit de retraités.
Mais aujourd'hui, cette proportion change. Moins de travailleurs, plus de retraités. Et ce n'est pas un simple détail statistique. Cela redéfinit complètement la soutenabilité du système. Car, en dernière analyse, quelqu'un doit produire, quelqu'un doit générer une richesse réelle. Et lorsque la base productive se réduit tandis que la demande en ressources augmente, la tension devient inévitable. C'est le point où l'analyse cesse d'être confortable. Car il ne s'agit plus seulement de chiffres. Il s'agit d'un conflit d'intérêts. D'un côté, une génération qui a accumulé de la richesse vit plus longtemps et veut préserver ses avantages. De l'autre, une génération qui entre dans le système avec moins de ressources, plus de dettes et moins de perspectives. Et lorsque ces intérêts entrent en collision, le système doit prendre des décisions, pas toujours explicites, pas toujours déclarées, mais des décisions qui, dans la pratique, favorisent un côté plus que l'autre. C'est à ce moment qu'apparaît un concept bien que peu discuté, explique beaucoup de ce que nous observons. La gérontocratie. Un système où le pouvoir, politique, économique et institutionnel, est concentré entre les mains de personnes plus âgées. Cela ne signifie pas nécessairement que ces personnes sont incompétentes, ni qu'elles n'ont pas de mérite. Mais cela signifie que leurs priorités sont différentes. Et les priorités façonnent les décisions. Les jeunes tendent à rechercher le changement, l'expérimentation, la transformation. Les adultes tendent à rechercher l'équilibre, une croissance contrôlée, une stabilité progressive. Mais les personnes âgées tendent à rechercher la sécurité. Et la sécurité, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, se transforme en résistance au changement. Cela explique pourquoi des systèmes entiers commencent à devenir plus rigides, plus lents, plus résistants à toute forme de transformation structurelle. Car tout changement représente un risque. Et le risque, pour ceux qui ont déjà beaucoup accumulé, est quelque chose à éviter à tout prix. Cela commence à se refléter dans les politiques publiques, dans les décisions économiques, et même dans la manière dont la société gère la liberté individuelle. Car, dans un environnement où la priorité est la sécurité, le contrôle devient un outil légitime. Plus de surveillance, plus de réglementation, plus d'intervention dans la vie quotidienne. Pas toujours de manière agressive, souvent de façon progressive, presque imperceptible, mais constante. Et lorsque vous observez ce schéma au fil du temps, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'événements isolés. Il s'agit d'une direction. Une direction qui, lentement, redessine la manière dont la société fonctionne. Et peut-être que la question la plus inconfortable n'est pas de savoir si cela se produit, mais jusqu'où cela peut aller. Si vous poussez cette logique jusqu'à ses dernières conséquences, quelque chose commence à devenir clair. Et ce n'est pas confortable. Lorsqu'une société devient dominée par une structure tournée presque exclusivement vers la sécurité, la stabilité et la préservation du patrimoine, le comportement collectif commence à changer. Et pas de manière subtile. La première transformation concerne la liberté. Pas nécessairement par une répression explicite, mais à travers de petites concessions. Des ajustements apparemment raisonnables. Des mesures justifiées par la protection, la santé, l'ordre ou le bien-être. Chacune d'elles, prise isolément, semble acceptable. Mais l'ensemble raconte une autre histoire. La surveillance augmente. Des technologies qui étaient autrefois des outils deviennent des mécanismes de surveillance constants. Ce que vous faites, où vous allez, avec qui vous parlez, ce que vous consommez. Tout peut être enregistré. Tout peut être analysé. Et à terme, tout peut être contrôlé. Mais ce contrôle ne se présente pas comme une oppression. Il se présente comme une commodité. Plus de sécurité. Plus de praticité. Plus d'efficacité. Et c'est là que la plupart des gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Car lorsque le contrôle se présente comme un bénéfice, il ne rencontre pas de résistance. Il est accepté. Il est intégré. Il devient partie du quotidien. Et lorsque vous en prenez conscience, vous êtes déjà intégré dans un système dont il n'est plus simple de sortir. Un autre élément commence à émerger avec force. Le contrôle financier. L'argent liquide a toujours représenté une forme d'autonomie. Une capacité à effectuer des transactions en dehors des systèmes centralisés. Une marge de liberté. Mais, cela commence à changer.
La numérisation complète des transactions crée un environnement où chaque mouvement financier peut être suivi, analysé et, si nécessaire, limité. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vous achetez, mais de pouvoir décider ce que vous pouvez acheter. C'est un type de pouvoir extrêmement subtil et extrêmement puissant, car il n'a pas besoin de vous empêcher directement. Il redéfinit simplement les limites dans lesquelles vous pouvez agir. Et, à l'intérieur de ces limites, vous avez encore l'impression de choisir librement. Un autre point commence à émerger dans ce contexte. La réorganisation de la force de travail. S'il existe une population vieillissante, avec une forte concentration de richesses et un besoin croissant de services, alors une demande spécifique apparaît. Aide à domicile, infirmiers, travailleurs opérationnels, des personnes prêtes à effectuer des tâches souvent peu valorisées, mais essentielles. Et si la population locale ne veut pas ou ne peut pas assumer ces fonctions, la solution devient presque automatique. Importer de la main-d'œuvre. Cela entraîne une augmentation significative de l'immigration. Pas nécessairement pour des raisons humanitaires, mais par nécessité structurelle. Le système a besoin de jeunes. Il a besoin de travailleurs. Il a besoin de soutien. Et cela crée une dynamique complexe. Car, tout en résolvant un problème immédiat, cela génère aussi des tensions sociales, culturelles et économiques. Mais, dans la logique du système, cela reste secondaire. L'objectif principal est de maintenir la structure en fonctionnement. Et toute mesure qui y contribue tend à être adoptée. Même si les effets secondaires sont importants, il existe encore un aspect plus délicat. La relation avec le contrôle social direct. Lorsque la priorité maximale est la sécurité, tout comportement considéré comme hors norme commence à être perçu comme un risque. Et les risques doivent être contrôlés. Cela peut se traduire par davantage de lois, davantage de réglementations, davantage de présence de l'État dans des domaines auparavant privés. Pas nécessairement avec violence, mais avec une autorité constante. La vie quotidienne commence à être façonnée par des règles de plus en plus détaillées. Ce qui peut être dit, ce qui peut être fait, comment vous devez agir. Et, peu à peu, la marge de spontanéité diminue. Pas d'un seul coup, mais progressivement, jusqu'à ce que l'idée même de liberté commence à être redéfinie. La liberté cesse d'être l'absence de contrôle, et devient la conformité à l'intérieur d'un système sécurisé. Et ce changement est profond, car il ne modifie pas seulement les comportements. Il modifie les perceptions, il modifie les valeurs, il modifie la manière dont les gens comprennent le monde. Et peut-être que le point le plus troublant est le suivant, ce processus n'a pas besoin d'un plan centralisé. Il n'a pas besoin d'une conspiration coordonnée. Il peut émerger naturellement, à partir des bons incitatifs, à partir des priorités dominantes, à partir de la structure démographique. Lorsque vous réunissez le vieillissement de la population, la concentration de la richesse, la pression sur les systèmes de retraite, la nécessité de stabilité et la peur de la perte, le résultat tend à suivre une direction prévisible. Plus de contrôle, plus de rigidité, plus de préservation, moins de changement. Et cela nous amène à une question inévitable. Si ce système continue d'évoluer dans cette direction, que va-t-il arriver aux prochaines générations? S'il existe un point où tout cela converge, c'est ici. L'avenir n'est pas seulement repoussé, il est redistribué. Chaque décision prise aujourd'hui, économique, politique ou sociale, n'affecte pas tout le monde de la même manière. Certaines conséquences sont immédiates, d'autres sont repoussées dans le temps. Et, presque toujours, ceux qui paient le prix le plus élevé n'ont pas encore suffisamment de pouvoir pour l'empêcher. Les générations plus jeunes entrent dans un système où les actifs ont déjà été acquis, où les prix ont déjà augmenté, où les opportunités ont déjà été en grande partie capturées. Elles ne commencent pas de zéro. Elles commencent avec un désavantage, avec plus de dettes, avec plus de concurrence, avec moins de marge d'erreur. Et en même temps, ce sont ces mêmes générations qui doivent soutenir toute la structure, travailler, produire, payer des impôts, financer des systèmes qui, potentiellement, ne seront pas disponibles pour elles à l'avenir.
C'est le type de désalignement qui n'explose pas immédiatement. Il s'accumule, silencieusement, jusqu'à ce qu'il commence à apparaître sous des formes qui semblent déconnectées. Démotivation, anxiété, manque de perspective, refus de suivre le chemin traditionnel, moins de mariage, moins d'enfants, moins d'engagement vers des structures à long terme. Car, à un certain niveau, il existe une perception intuitive que le contrat social a été modifié. Pas de manière officielle, mais dans la pratique. La promesse implicite selon laquelle l'effort mène à la stabilité commence à se dissoudre. Et lorsque cette promesse perd en crédibilité, le comportement collectif change. Les gens commencent à jouer à un autre jeu. Un jeu plus court, plus immédiat, moins basé sur la construction à long terme et davantage sur la survie dans le présent. Ce n'est pas nécessairement un choix conscient. C'est une adaptation. En parallèle, le système continue d'exiger de l'engagement, de la discipline, de la productivité, mais offre de moins en moins de sécurité réelle en retour. Et cette tension commence à croître. Il existe encore une conséquence plus profonde et moins visible. Le changement dans la relation avec le sens même de la vie. Lorsque l'avenir cesse de paraître prometteur, le présent devient lourd. Lorsque l'effort ne garantit pas de retour, la motivation se fragilise. Et lorsque la structure perd en cohérence, l'individu commence à s'en détacher. Cela crée une forme de vide. Pas nécessairement matériel, mais existentiel. Un sentiment diffus que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble fonctionner en surface. Et ce type de vide ne peut pas être résolu uniquement par des politiques économiques. Il exige quelque chose de plus profond. Mais le système, focalisé sur la stabilité et le contrôle, aborde rarement cette dimension. Alors, que se passe-t-il? Les gens cherchent des alternatives, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de se relier au monde. Certaines de ces alternatives sont constructives, d'autres sont destructrices. Mais toutes ont une origine commune. La tentative de récupérer un certain degré d'autonomie. Car, au fond, c'est cela qui est progressivement réduit. L'autonomie, la capacité de faire de vrais choix, la capacité de construire quelque chose de personnel sans dépendre entièrement de structures externes. Et lorsque cette capacité diminue, la réaction n'est pas uniforme. Certains s'adaptent, certains résistent, certains se déconnectent simplement. Mais le système continue d'avancer. La logique structurelle ne s'arrête pas. Elle n'attend pas le consensus. Elle ne demande pas la permission. Elle suit les incitations. Et les incitations, à ce stade, pointent vers la continuité de ce modèle. Plus de concentration. Plus de contrôle. Plus de dépendance. Moins de marge pour les écarts. Et cela nous amène au point final de cette analyse. Non pas comme une conclusion définitive, mais comme une réflexion inévitable. Si tout cela n'est pas le résultat d'une cause unique, s'il n'existe pas un seul responsable, si ce n'est que la conséquence naturelle de multiples facteurs qui se combinent, alors la question change complètement. Ce n'est plus « Ogé qui est en train de faire cela ». Yo. Mais plutôt « Eve pourquoi personne ne l'empêche ». Aïe. Et peut-être que la réponse est la plus inconfortable de toutes. Car pour empêcher cela, il faudrait changer le système. Et changer le système signifie menacer précisément ceux qui en bénéficient le plus souvent. Et lorsque ceux qui détiennent le pouvoir n'ont aucun intérêt à changer, le changement ne se produit pas. Du moins, pas de manière progressive. Il existe un point où toutes ces lignes d'analyse se croisent, et il ne se trouve ni dans les données ni dans les théories, il se trouve dans la conséquence. Car, quelle que soit la cause, incompétence, incitation économique, structure démographique ou simple inertie, le résultat commence à se manifester de manière concrète. Et les résultats ne peuvent pas être ignorés indéfiniment. Les systèmes ne s'effondrent pas de manière soudaine. Ils s'usent,
deviennent moins efficaces, moins réactifs, plus lourds, plus lents, jusqu'à ce que, à un certain moment, ils cessent de fonctionner comme prévu. Et lorsque cela se produit, il n'existe que deux voies possibles: adaptation ou rupture. L'adaptation exige de la conscience, exige la reconnaissance du problème, exige une volonté de modifier des structures profondément enracinées. Mais ce type de changement vient rarement de ceux qui sont confortables. La rupture, elle, n'exige pas de planification. Elle se produit lorsque la pression accumulée dépasse la capacité de soutien du système. Et lorsqu'elle survient, elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas prévisible. Elle n'est pas douce. La question cesse alors d'être de savoir si le système est juste ou injuste, et devient: est-il soutenable? Car un système peut fonctionner longtemps même s'il est imparfait. Mais aucun système ne fonctionne indéfiniment lorsque ses propres fondements sont en train d'être érodés. Et peut-être que le signe le plus clair de cela ne se trouve ni dans les graphiques, ni dans les politiques, mais dans le comportement des gens, dans la perte de confiance, dans la diminution de l'engagement, dans le sentiment croissant que le jeu est déjà défini avant même de commencer. C'est le type de perception qui n'apparaît pas dans les rapports, mais qui, lorsqu'elle se propage, transforme complètement la dynamique d'une société. Car les systèmes dépendent de la participation, dépendent de la croyance, dépendent de l'acceptation collective. Et lorsque cette acceptation commence à s'affaiblir, le système continue d'exister, mais il cesse d'être légitime. Et un système sans légitimité peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais pas indéfiniment. C'est à ce moment que l'analyse doit cesser de regarder uniquement les structures et commencer à regarder les choix. Pas seulement les choix des gouvernements, mais les choix individuels. Comment réagissez-vous à ce scénario? Vous l'ignorez? Vous vous adaptez? Vous essayez de sortir du jeu? Ou vous cherchez à comprendre profondément pour agir avec plus de conscience à l'intérieur de celui-ci? Il n'existe pas de réponse unique, car chaque position dans le système offre des possibilités différentes. Mais il existe une constante. Ignorer n'empêche pas le système de continuer à évoluer. Et peut-être que c'est la réflexion la plus importante. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler le système, mais vous pouvez choisir comment vous y positionner. Vous pouvez choisir ce que vous construisez. Vous pouvez choisir en quoi vous croyez. Vous pouvez choisir jusqu'où vous vous soumettez et jusqu'où vous résistez. Et, dans un scénario où les structures deviennent de plus en plus rigides, cela peut être la seule forme réelle de liberté qu'il reste. Car, au final, la question n'a jamais été seulement économique, ni seulement politique, ni seulement générationnelle. Elle concerne la direction, vers où tout cela nous mène, et combien de temps il reste avant que cette direction ne devienne irréversible. Il n'existe peut-être pas de réponse définitive, mais il y a quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Quelque chose a changé, et continue de changer, silencieusement, constamment, et désormais, inévitablement. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés, mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.